Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 161, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Top des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. La première news de la semaine, c'est le fait que Fortnite a été retiré de l'App Store pour avoir enfreint leurs règles. En gros, sur l'App Store, si vous ne savez pas, et c'est aussi la même chose sur le Google Play Store, vous devez donner 30% de tous vos revenus à justement Apple ou Google selon lequel vous utilisez. Et vous ne pouvez pas contourner cette limitation en faisant par exemple votre propre système de paiement. Quoi qu'il arrive, vous devez payer 30%. Ce qu'a fait Epic Games ici, c'est qu'ils ont permis aux gens de payer directement Epic Games in-game pour avoir des cosmétiques et tout ça dans le jeu Fortnite. Et du coup, ça veut dire que les gens payaient le vrai prix des items. Par exemple, si vous jouez à Fortnite sur PC fixe, c'est un certain prix. Disons qu'un item est à 5 €. Si vous jouez sur mobile, il est à plus que 5 € pour inclure la part de Apple ou de Google. Et du coup, là, avec cette mise à jour, il retournait à 5 € si vous payez Epic Games directement. Ça, évidemment, pas plus à Apple. Ils ont banni directement l'application sur l'App Store. Et Epic Games avait prévu le coup et c'était fait exprès, tout ça. Ils ont sorti une vidéo qui parodiait, pour information, une pub d'Apple en 1984 qui critiquait IBM. Donc c'était Apple qui critiquait IBM. Donc c'est un peu une parodie de ce qu'a fait Apple au final. C'est assez marrant. Et aussi, ils ont sorti un document légal où ils indiquent, évidemment, qu'ils attaquent en justice Apple. Et pourquoi? Du coup, beaucoup de gens étaient en mode « Ah, j'aime pas Fortnite, tant mieux, ça leur est bon, et tout le tralala. » Mais au final, le truc que vous devez regarder là-dedans, c'est que genre Epic Games ici fait quelque chose de bon pour vous. Vraiment. Alors évidemment, ce sera bon pour eux, hein, financièrement. C'est pour ça qu'ils le font. Mais ils essayent de changer les choses. En gros, un petit peu comme ils avaient fait quand ils ont sorti l'Epic Store. Même si vous n'aimez pas l'Epic Store, la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est évidemment pour faire de l'argent, mais c'est aussi évidemment pour changer quelque chose qui était très commun sur PC fixe. C'est le fait que Steam prend 30% de part sur toutes les ventes des jeux sur Steam. Et du coup, Epic trouvait ça pas normal. Et sur leur Epic Store, c'était 10% qu'ils prenaient, si je me souviens bien. Quelque chose de plus raisonnable et plus logique. Ici, on est dans la même situation au final. C'est encore une fois les 30% qui reviennent de Apple et Google. Sauf que c'est totalement différent. Le truc, c'est que vous pouvez faire un jeu vidéo sur PC, le vendre sur votre site, les gens peuvent l'acheter, l'installer, ils n'ont pas besoin de Steam. Steam, même si c'est hyper populaire, l'un des launchers les plus utilisés, n'est pas obligatoire pour jouer à des jeux vidéo sur PC fixe. Là, par contre, dans le cas de Google, le Google Play Store est presque obligé, honnêtement. Vous pouvez quand même installer des applications sans, mais ne pas avoir le Play Store sur votre mobile, c'est un gros point négatif. Et dans le cas d'Apple, littéralement, si vous n'utilisez pas l'App Store d'Apple, vous ne pouvez pas exister sur l'écosystème Apple. Donc vous êtes obligé, c'est obligatoire. Donc là, on est dans une situation encore pire au final. Et Epic Games est en mode, ok, on va essayer de faire changer les choses. Évidemment, c'est pour se faire plus d'argent parce qu'ils doivent payer 30%. Ou alors ils doivent augmenter leur prix de 30%, du coup les gens achètent moins et ils gagnent moins. C'est évidemment pour se faire de l'argent, mais c'est aussi pour changer les choses. Parce que, évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent littéralement aller en face d'Apple et leur dire non, on vous attaque en justice pour faire une connerie, quoi. Beaucoup de développeurs sont beaucoup trop petits, ils n'ont pas les moyens légaux, surtout face à Apple. Donc, même si vous n'aimez pas Epic, même si vous n'aimez pas Fortnite, c'est une bonne chose pour le consommateur qui fasse ça. Parce que jusqu'à maintenant, imaginez tout ce que vous avez acheté sur mobile, toutes les applications que vous avez achetées sur mobile, 30% de tout ce que vous avez acheté a été dans la poche de Google et Apple. Alors, pour moi, il y a des raisons pour lesquelles ils peuvent demander ça. Si vous êtes un petit développeur d'applications, que vous utilisez l'App Store ou le Google Play Store, et que Google et Apple vous mettent un petit peu en avant, vous aident à trouver des acheteurs pour vos applications et tout ça, et vous utilisez leur système de paiement, vous utilisez leur API et tout ça, ok, 30%, ça peut être raisonnable. C'est parce que vous utilisez un service. C'est pas juste vous vendez votre application, vous utilisez les services de l'App Store et du Google Play Store. Mais ici, dans le cas d'applications qui ont leur propre système de paiement et tout, ce n'est pas normal qu'ils doivent payer 30%. Si vous avez déjà votre propre système de paiement, si les gens ne viennent pas sur l'App Store, ou plutôt si les gens viennent exprès sur l'App Store pour télécharger votre application, pas pour la trouver, parce qu'ils savent qu'elle existe. Par exemple, Twitch,
Personne n'installe Twitch sur... Enfin, il doit y avoir des personnes, mais la plupart des gens qui installent Twitch sur le Play Store connaissaient déjà Twitch. Ils ne se sont pas dit « Oh, c'est quoi Twitch sur le Play Store? Oh, merci Play Store de m'avoir fait découvrir ça. » Non, forcément, beaucoup de gens connaissent déjà Twitch et installent l'application en toute connaissance de cause. Pourtant, Twitch doit payer 30%. Malgré qu'ils ont leur propre système de paiement fait par Amazon. Malgré qu'ils ont tout fait eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de Google. C'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Donc ouais, si vous prenez un sub sur Twitch, il coûte 6,99€ sur mobile. Si vous le prenez sur PC fixe, 4,99€. C'est pour dire. C'est pour ça que moi, pendant mes streams, sur ma chaîne gaming, je dis toujours aux gens, vous êtes sur mobile, ne prenez pas de sub. Allez sur PC fixe et prenez un sub. Et vous pourriez vous dire, ah mais il suffit, si je suis développeur d'application, j'ai juste à faire ça. La même chose, j'ai juste à dire aux gens, quand ils lancent l'application, leur dire, hey, si vous voulez devenir... si vous voulez acheter l'application, vous pouvez aller sur notre site, l'acheter, on vous donne un code, vous la validez dans l'application, et puis elle se déverrouille. Vous ne pouvez pas. Évidemment, vous ne pouvez pas. Selon surtout les conditions d'Apple, c'est pas légal de faire ça pour eux. Enfin, c'est pas légal. C'est pas autorisé. Parce que selon moi, d'un point de vue de légalité, c'est tout à fait légal. Mais bon. Donc, ouais. La chose qu'il faut retenir, c'est que moi, vraiment, si vous défendez Apple ou Google là-dessus, je ne comprends pas. À part si vous aimez donner 30% de tout ce que vous payez comme ça à Apple et Google sans aucune raison, pour votre pur plaisir, je ne comprends pas. Même si vous n'aimez pas l'Epic Store, même si vous n'aimez pas Fortnite ou autre chose, même s'ils le font pour l'argent eux aussi, c'est quand même une chose qui va aider les plus petits développeurs. Surtout que Apple est hypocrite là-dessus, parce qu'ils disent que c'est tout le monde qui doit payer 30%, mais il y a des exceptions. Amazon fait partie de ces exceptions. Eux, ils payent moins. Donc, yep, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Ce qui est encore moins normal aussi, c'est que, si vous vous souvenez, Microsoft s'est fait attaquer plusieurs fois, a eu des décisions de justice prises sur le fait qu'en Europe, ils installaient par défaut, et même partout, hein, ils installaient par défaut Internet Explorer, et du coup, l'Europe n'aimait pas ça, l'Union Européenne n'aimait pas ça. Ils ont été obligés à une époque de faire un truc où vous pouvez choisir d'autres navigateurs et tout, malgré le fait que Internet Explorer ne leur fait pas vraiment gagner de l'argent directement, et ça ne change rien au fait que vous pouvez installer n'importe quel navigateur après l'avoir installé, Windows ou avoir Windows. Ici, ça m'étonne que l'Union Européenne n'ait jamais rien dit à Google et à Apple, parce que là, littéralement, vous n'avez pas le choix, encore une fois, d'utiliser l'App Store ou le Google Play Store. Sur PC fixe, vous avez le choix, mais là, vous n'avez vraiment très peu de choix. Donc ouais, ça m'étonne vraiment que c'est juste maintenant que ça pose vraiment problème et qu'au final, c'est Epic Games qui est obligé de lancer un petit peu le débat. Mais une chose est sûre, on ne devrait pas payer 30% comme ça. Ce n'est juste pas normal. C'est une mauvaise chose pour tout le monde, clairement. Donc ouais, j'espère que ça va aboutir à quelque chose de positif. Surtout dans le cas de Apple. Il y a clairement un abus de pouvoir ici. Une position dominante de la part de ces deux acteurs. Encore sur Android, vous avez par exemple, justement, on avait parlé d'une news sur le fait que Google essayait de faire en sorte que Samsung arrête de faire son Galaxy App Store, qui est comme un peu le Play Store. Et pour information, Fortnite est toujours disponible sur le Galaxy App Store. Donc, si vous utilisez le truc de Samsung, Epic peut distribuer Fortnite comme ça, mais ils n'ont pas besoin de payer les 30% à Google. Donc, au final, vous voyez, Google essaye d'enlever un de leurs seuls concurrents ou un des seuls moyens d'éviter leurs 30%. Donc ouais, c'est incroyable. Selon moi, que jusqu'à maintenant, il ne se soit rien passé. Et moi, je trouve ça encore une fois incroyable que des gens défendent Google et Apple là-dessus. C'est indéfendable. Je suis désolé. À part si vous aimez donner de l'argent gratuitement à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Ouais. Seconde news, c'est justement en parlant de Microsoft un petit peu. Ils ont montré leur Surface Duo qui devrait sortir. Donc c'est, je vous rappelle, un téléphone pliable qui est un petit peu une tablette techniquement, qui devrait sortir pour 1400$. Ce n'est pas un téléphone pliable d'ailleurs avec un seul écran. Il y a deux écrans. Il y a clairement une bordure en plein milieu. Donc c'est totalement différent. Donc ça veut dire aussi qu'il y a du vrai verre par-dessus et que vous ne pouvez pas le griffer avec vos ongles et tout. Ce qui peut satisfaire certaines personnes, mais après, évidemment, vous ne pouvez pas regarder une vidéo en plein écran là-dessus. Ça semble logique. Mais ça peut quand même avoir ses intérêts d'un point de vue, genre, productif.
Donc 1400 $, ouais, c'est un peu cher. C'est même vraiment cher. Surtout quand vous voyez LG avait fait le LG V... C'était le V40 qui avait en gros un module que vous pouviez... Il me semble même qu'ils le fournissaient gratuitement en réalité avec le téléphone, tellement ils étaient désespérés. Où en gros, vous pouviez avoir un second écran. Donc c'était... vous mettiez le téléphone dans une sorte de coque et il y avait un second écran. Et vous l'ouvriez, c'était la même chose que ça. Littéralement, vous aviez deux écrans l'un à côté de l'autre, quoi. Donc ouais. Et ça coûtait moins cher. Donc le fait que... Selon moi, le fait que ces deux écrans séparés, 1400 $, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Alors, c'est peut-être que Microsoft fait ça pour tester, pour voir ce que ça donne, et que du coup, ils mettent un aussi haut prix pour ne seulement avoir que des fans qui l'achètent, parce que s'ils mettent un prix plus avantageux, ben, il y aura plus que des fans qui vont l'acheter. Il y avait peut-être des gens qui sont en mode « Oh, ça m'intéresse ». Donc peut-être que c'est juste pour tester, pour voir, et puis que l'année prochaine, si ça marche bien, ils en sortiront de moins cher. C'est largement possible. Mais bon, c'est cher, c'est vachement cher. Surtout que les specs sont pas incroyables. Je vous rappelle qu'il y a toujours un Snapdragon 855 là-dedans. Ouais, même pas un 865, encore moins un plus. Même pas un 855 plus. Il y a 6 Go de RAM. Ça peut aller, mais pour un truc orienté productivité, c'est un peu ironique, encore une fois. Hein. Mais bon, on est habitué à ce que Microsoft ne mette pas beaucoup de RAM dans leur appareil, surtout leur surface. Hein, quand on peut acheter une surface qui coûte 1600 € avec 8 Go de RAM, soudée, non upgradable. Hein. Mais bon, bref, ça, je le redis encore une fois, mais un ordi portable qui coûte plus de 1000 €, qui n'a que 8 Go de RAM, ça devrait être illégal, littéralement illégal. Enfin bref. Vous avez un écran 60 Hz OLED. C'est pas forcément le plus gênant dans ce cas-là. Une batterie ridiculement petite de 3577 mAh. Pour l'entièreté, hein, pour les deux écrans et tout. Donc ouais. Soyons honnêtes, ça va certainement pas être le meilleur téléphone au monde. Mais il est intéressant. Pour moi, c'est intéressant. Parce que je rappelle que Microsoft avait essayé de faire des téléphones avec Windows Mobile. Ça n'a pas très bien marché, malgré qu'ils avaient des trucs intéressants quand même. Et là, du coup, ils reviennent sur le marché du téléphone. Sauf qu'ici, ils ont Android installé dessus, hein, pour ceux qui se demandent. Ils ont leur launcher, par contre, qui leur permet de lier avec, justement, Windows. Un petit peu comme ils l'ont fait avec Samsung et la Galaxy Note 20 Ultra, où vous avez l'application pour lier avec votre... PC. Vous pouvez l'installer d'ailleurs sur n'importe quel téléphone Android et même iOS, hein, pour information. C'est juste que ici, évidemment, vu que c'est Microsoft qui fait le hardware et aussi tout ce qui est software un petit peu derrière, à mon avis, l'intégration avec Windows va être plutôt bien foutue. Donc au final, moi j'ai juste hâte de voir ce que ça donne et hâte de voir aussi s'ils vont s'orienter vers d'autres smartphones plus logiques d'un point de vue spec, d'un point de vue format aussi. Ils essayent clairement d'innover ici, mais pour moi, ça ne ferait pas de mal s'ils faisaient aussi un Surface Phone juste avec un seul écran, hein, mais un bon Surface Phone. Hein. Il y a matière ici. Même si le marché des smartphones sature largement, Microsoft a un certain poids et tout, ils pourraient le faire clairement, mais ils doivent bien le faire selon moi. Du coup là, je suis un peu inquiet que les specs sont un peu à la ramasse, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, on a une assez grosse news en réalité pour tout ce qui est téléphone Android. Une faille de sécurité a été trouvée, ou plutôt plusieurs failles de sécurité ont été trouvées dans les processeurs Snapdragon. Donc, c'est-à-dire beaucoup de smartphones, peut-être même le smartphone dans votre poche, ou sur la table devant vous, ou n'importe où vous l'avez mis. Ma souris est déchargée d'ailleurs, je viens juste de le remarquer. Peut-être que votre téléphone est déchargé aussi. Pensez à le remettre chargé. Du coup, ils ont trouvé une faille, ou plutôt plusieurs failles, qui permet, pour n'importe quel téléphone avec des processeurs Snapdragon, que ce soit les plus petits, les plus grands ou autre chose, de littéralement faire pas mal de choses en vrai. Donc la faille peut être utilisée en vous faisant juste lire une vidéo pour information, juste une simple vidéo. C'est pas une faille où il faut avoir accès au téléphone directement ou autre chose, non. Littéralement, à distance, on peut faire des choses. Donc, c'est une faille extrêmement grave et ça permet d'accéder à vos données directement sur le téléphone. Donc, ouais, elle est réellement très grave comme faille. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand-chose, on va être honnête. Vous devez juste attendre que le constructeur de votre smartphone le mette à jour. Ce qui ne sera pas forcément le cas.
Ça dépend des constructeurs. Normalement, ce sera une mise à jour qui devrait être faite quand ils vont avoir un fixe. Il me semble qu'ils doivent déjà pratiquement avoir un fixe en réalité. Quand il y aura un fixe dans la prochaine mise à jour de sécurité, je vous rappelle, beaucoup maintenant de constructeurs le font. Chaque mois, vous avez une mise à jour de sécurité. Hein. C'est pas une mise à jour de fonctionnalité, c'est juste pure sécurité. Ça devrait arriver à ce moment-là. C'est peut-être déjà arrivé pour vous, pour certains téléphones qui sont update ultra rapidement ou autre chose. Mais du coup, il faut cet update. Et là, ça soulève le même problème qu'on a toujours avec Android. Si vous avez un téléphone qui est plus à jour depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tant pis pour vous, littéralement. Yup. Donc voilà. Ça devait bien arriver, hein, de ce genre de grosses failles. Ça continuera d'arriver et ça continuera de souligner le fait que ne pas mettre à jour un téléphone, surtout d'un point de vue sécurité, je parle pas forcément d'un point de vue fonctionnalité, ne pas mettre à jour un téléphone dans la durée est littéralement de l'obsolescence programmée. Parce qu'après, imaginez si plusieurs failles s'accumulent comme ça sur votre téléphone, il va littéralement devenir inutilisable parce que vous allez aller sur un site web un petit peu chelou et vous allez vous choper des trucs qui vont prendre le contrôle de votre téléphone, littéralement. Donc ouais, gros problème, gros problème. On verra, je vous tiendrai à jour là-dessus certainement. On verra ce que ça donnera, genre est-ce que le nombre de marques qui vont mettre à jour et tout ça, et aussi la vraie gravité de cette faille, parce que ils sont en train de l'étudier de plus en plus, évidemment. Ensuite, une petite news rapide sur le fait que Google, je vous rappelle, a arrêté son service Google Music au profit de YouTube Music. Donc, au final, vous pourriez vous dire, oh, c'est juste ça change de nom. Non, non, c'est différent. Notamment le fait que Google Music a toujours plus de fonctionnalités que YouTube Music. Vous pouvez importer tous vos playlists, tout le tralala sur YouTube Music. Et YouTube Music a quand même assez bien d'avantages en réalité, apparemment de ce que j'avais pas vu encore, mais ils ont vraiment pas mal de musique sur YouTube Music, même plus que des fois que Spotify sur certains genres plus spécifiques, donc c'est plutôt intéressant. Mais ça souligne le fait que Google, bon, là il tue pas vraiment entièrement un service vu qu'il y a un autre service derrière, mais le problème que souvent à Google, c'est qu'il ferme un service, il le remplace par un autre, mais l'autre qui le remplace n'est pas complet. Et ils l'ont déjà fait plein de fois. En tant que YouTuber, ils l'ont déjà fait pour le panel. Le panel YouTube où on met nos vidéos et tout ça, on peut voir nos stats et tout. Ils en ont sorti un nouveau qui nous ont forcé littéralement. On n'avait pas le choix de l'utiliser. Et il est moins complet. Il y a moins de fonctionnalités. Et il manque toujours des fonctionnalités depuis des mois, des années, qui ne sont toujours pas là. Et je ne crois pas qu'on les récupérera un jour. Donc ouais, Google, vous faites beaucoup d'argent. Vous savez pas supporter un minimum votre truc dans le temps, parce que quand vous voyez ce genre de choses, franchement, ça donne pas envie de prendre un abonnement Google Stadia, hein, parce que vous vous dites, ah ouais, je vais juste acheter plein de jeux sur Google Stadia, et puis Google va fermer le service dans 2 mois. Génial, je prends un abonnement tout de suite. Non, ça donne vraiment pas envie. Ensuite, on passe à des news hardware avec une news très intéressante. Ça, j'attendais que quelqu'un le fasse. Je suis toujours d'ailleurs en train de rechercher 2 ordi portables qui sont les mêmes. Mais en gros, vous avez Hardware Unbox, une chaîne que j'aime beaucoup, vous devrez regarder. C'est en anglais, mais ils ont un accent australien, donc ils sont plus faciles à comprendre pour utiliser les sous-titres aussi. Ils ont sorti une vidéo où ils ont comparé 2 ordi portables qui sont techniquement les mêmes. Donc c'est les XMG Ultra... Non, c'est les XMG Core 15, voilà. Donc c'est, pour information, des ordinateurs portables faits par XMG, mais en gros, ça utilise des châssis Clevo. Clevo, c'est un constructeur de châssis d'ordinateurs qui, en gros, ils font juste le châssis, et puis après, vous pouvez venir prendre le châssis, mettre votre propre RAM, tout ça, mettre votre logo derrière, mettre l'écran, même de l'ordinateur que vous voulez. Vous le personnalisez à votre sauce, et puis vous le sortez à votre nom. Donc notamment, LDLC, les ordinateurs portables LDLC, c'est des châssis Clevo. Certains gros constructeurs aussi, Gigabyte, je l'ai remarqué, ils ont le Aorus 5, qui est un ordinateur portable un peu plus, pas d'entrée de gamme, mais un peu moins cher dans la gamme Aorus, et c'est un châssis Clevo, littéralement. Genre même les applications Clevo marchent dessus tellement c'est la même, quoi. Parce qu'évidemment, Clevo fabrique la carte mère qui est dans l'ordinateur portable, vu que c'est littéralement le gros de l'ordinateur portable, la carte mère dedans. Donc, pas mal de constructeurs, dont XMG. Et là, l'avantage, c'est qu'ils ont le Core 15 qui est du coup en version AMD et Intel. Mais c'est le même. Ils ont le même écran. Ils ont la même batterie techniquement, le même genre de RAM, même s'il y a les processeurs, enfin,
des ordinateurs portables AMD ont de la RAM plus rapide pour information. Intel la limite à 2666 MHz sur les plus petits Core i7 et sur les plus gros, ça peut monter jusqu'à 2933 MHz pour information. Donc même si vous mettez de la RAM à 3200 MHz, elle fonctionnera à 2933. Donc à part ça, c'est le même, y compris la carte graphique. Donc là, on n'a plus, oh, il y en a un avec une 2060 Max-Q qui est moins puissante, et puis un avec une 2060 normale. Non, là, c'est exactement la même. Donc, on a enfin notre comparaison directe. Parce que là, la seule variable, c'est la RAM et le processeur. Donc, en gros, on peut voir qui est vraiment le meilleur. Et du coup, bah, spoiler alerte, Intel a toujours un avantage. Parce que, tout simplement, leur processeur mobile, voilà d'ailleurs le résumé. Si Google veut, enfin YouTube veut bien charger la vidéo un jour peut-être, oui. Donc voilà justement tous les chiffres de comparaison. Donc le processeur Intel est 7% plus rapide. Et c'est un processeur de 10e génération pour information, pas de 9e génération. Donc il faut en tenir compte quand même. Donc il est 7% plus rapide en moyenne dans les jeux. Donc certains jeux, c'est beaucoup plus Rocket League et très optimisé Intel notamment. Et puis vous avez certains jeux optimisés AMD qui tournent mieux justement. Mais globalement, c'est 7%. C'est dû au fait que le processeur Intel a toujours un bien meilleur boost. Ces processeurs de cette génération peuvent booster jusqu'à 5,1 GHz, même si c'est pendant 2 secondes, parce qu'ils ne pourraient jamais les tenir pendant 10 minutes d'affilée. Ça suffit dans les jeux à booster au moment où il y a une chute de FPS ou autre chose. Donc, yep, Intel a toujours l'avantage là-dessus. Ça ne change rien au fait que AMD a évidemment beaucoup de puissance sous le capot au niveau productivité. Ça se voit, Hardware Unbox a sorti une vidéo où ils ont testé tout ce qui est productivité avant et ouais, là il n'y avait pas compétition. Le processeur AMD était juste meilleur sur tous les points. Mais du coup, oui, Intel a toujours la couronne de la performance dans les jeux ici. Ça vient surtout pour ceux qui se demandent, parce que techniquement le processeur AMD tourne de base plus haut au niveau fréquence, un peu plus haut. Il consomme moins d'énergie aussi, ce qui veut dire que, et Hardware Unbox l'a fait, et c'est ça le deuxième graphe que vous avez ici, ça veut dire que comme le processeur AMD prend moins d'énergie et surtout requiert moins de refroidissement, vous pouvez utiliser le refroidissement de l'ordi portable pour booster la carte graphique plus haut. Donc là, notamment, la 2060 fonctionne en 90 watts, 90 watts normalement, et avec le processeur AMD, il pouvait booster jusqu'à 110 watts, et au final, ça ne perturbait pas trop le châssis de l'ordi. Et du coup, là, c'est ce que vous avez quand vous êtes en mode overboost, comme ça l'appelle. Donc, en gros, la 2060 sur l'ordi portable AMD peut booster plus haut. Et là, la différence change pas mal en vrai. Et il y a toujours des jeux où c'est clairement Intel qui est en avance, mais c'est quand même, il faut quand même le préciser que yep, ça peut être un énorme avantage, surtout dans un ordi portable. Pour un ordinateur fixe, ce genre de choses, on s'en ficherait royalement parce que la carte graphique a son propre refroidissement et tout. Donc, même si vous aviez un processeur Intel sur PC fixe, vous pouvez overclocker votre carte graphique. Mais dans un ordinateur portable, ça a beaucoup plus d'importance. Donc, ouais, il faut tenir compte de ça. Mais oui, Intel a toujours la couronne de la performance ici. Il y a évidemment les raisons, le fait que AMD a toujours un petit peu plus de latence, surtout au niveau mémoire et tout ça, ce qui fait qu'ils ont toujours un petit peu des pertes de performance dans les jeux, comparé aux applications productives comme l'encodage vidéo, où là, par contre, AMD est plus puissant. Et c'est dû aussi au fait que les processeurs mobiles AMD ont moins de cache. Ils ont seulement 8 mégas de cache pour information, alors que sur PC fixe, ils en ont genre 30, 20 et tout. Donc ça change un petit peu. Ça leur fait perdre un petit peu de performance et ça peut impacter, mais pas à mon avis avec une 2060, le fait qu'évidemment on avait vu dans un précédent Texama Show, le fait que les processeurs AMD mobiles ont seulement 8 lignes PCI Express qui vont vers la carte graphique, au lieu de 16 comparé à Intel. Et c'est même pas 8 lignes en PCI Express 4, c'est 8 lignes en PCI Express 3.0. Donc ça pourrait affecter, mais pas vraiment sur un ordi portable avec une 2060, honnêtement. Mais bon, pourrait quand même affecter. Donc ouais, en gros, si vous voulez juste un ordi portable pour pur jouer, Intel reste normalement votre choix de préférence. Par contre, si vous cherchez plus productivité, AMD. Si vous cherchez un mix des deux, je dirais AMD aussi. Ensuite, on a Nvidia qui a commencé à teaser l'arrivée de Ampere. Ils ont sorti un timer qui
pour information, dure 21 jours. Ça fait quelques jours qu'il tourne, du coup, évidemment. Et chaque jour, d'ailleurs, il tweet sur des trucs Nvidia et aussi des jeux qui étaient sortis cette année-là. Et ils repartent en fait de 1999. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire, c'est les 21 ans de la GeForce 256. Donc en gros, chaque jour qui passe, ils montent d'une année et ils reviennent jusqu'à l'année présente, quoi. Donc ce compteur arrivera à sa fin le 31 août, ou il me semble que c'était aussi le 1er septembre techniquement. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura la présentation en gros, certainement en ligne, hein, forcément. Donc ce sera juste un live ou juste une vidéo postée peut-être aussi bien. En mon avis, un live et ils présenteront les RTX 3000. Donc là-dessus, il y a d'autres news qui sont en rapport, on va les mettre hein, en même temps parce que voilà. Donc déjà, il y a toujours le fait qu'il y a la rumeur d'une RTX 3090, ce qui selon moi, d'un point de vue marketing, c'est pas logique. Hein, je le redis encore une fois, c'est comme quand les RTX 2000 étaient en préparation. Il y avait des rumeurs comme quoi Nvidia ferait des RTX, ou plutôt des GTX à l'époque, 1180, vous voyez, et 1170 et 1160. Mais finalement, ils avaient fait la série 20. Et je vous avais dit à l'époque que c'est plus logique d'un point de vue marketing de faire une série 20, parce qu'ils avaient déjà fait du marketing sur la série 10. Les 1080, les 1080 Ti, c'est la série 10, et puis la série 20, c'est plus logique, ça fait une évolution comme ça. Un peu comme vous passez, un peu comme au final Samsung, au lieu de faire un Galaxy S11, ça fait un Galaxy S20. Ça fait un peu différent au niveau marketing et ça impressionne peut-être plus les gens ou autre chose. Du coup, ici, évidemment, c'est logique qu'il soit en RTX 3000, hein, mais le 3090, c'est discutable, quoi, parce que le 3080 Ti, c'est un. Enfin, quand vous entendez 80 Ti, 1080 Ti, 2080 Ti, 980 Ti, 780 Ti, ça a une identité. Les gens se disent, ok, la 80 Ti, c'est la meilleure carte de Nvidia. Point. Du coup, passer à une 3090, 3090, je sais pas, ça enlève ce... Pour quelqu'un qui ne connaît rien en informatique, mais qui sait que les 80 Ti, c'est les meilleurs chez Nvidia, pour lui, peut-être que ça paraîtrait pas aussi bien, quoi. Donc ouais, d'un point de vue marketing, je suis pas totalement sûr qu'il ferait forcément ça. La seule raison que je vois pourquoi laquelle il ferait ça, c'est pour resimplifier leur nom, parce que c'est le bordel, pour éviter ce qu'il y a eu, notamment, hein, vous avez la RTX 2080, vous avez la 2080 Super et vous avez la 2080 Ti. Et imaginez s'ils avaient fait une 2080 Ti Super, ça aurait été juste n'importe quoi. Donc peut-être que c'est pour éviter ça. Ils sortent une 3070, une 3080, une 3090, 3090 si vous préférez, une 3060, et puis après, un an plus tard, ils font une 3060 Super, une 3070 Super, 3080 Super et une 3090 Super. Comme ça, c'est logique. Bon, après, c'est Nvidia, ils aiment bien faire des noms qui sont totalement illogiques, donc à mon avis, c'est pas ça la raison. Pour moi, d'un point de vue marketing, ce serait illogique. Du coup, aussi l'autre news, c'était le fait qu'ils vont utiliser de la nouvelle GDDR6X sur les plus grosses cartes, notamment la 3090 ou la 3080 Ti, comme vous le préférez, qui montrait jusqu'à 19 ou 21 gigabits à la seconde, ce qui est énorme. Et aussi le fait qu'il y aurait plus de RAM. Donc là, ils disent 12 Go, mais il y a plusieurs rumeurs comme quoi, déjà, il y a des photos de PCB qui sont sorties, mais c'est pas vraiment confirmé que c'est vraiment le PCB de la carte. Mais il y a plusieurs rumeurs comme quoi, au lieu de faire des cartes avec 11 ou 12 Go de RAM, ils mettraient des cartes avec 24 Go de RAM. Bon, dans le cas peut-être de la 3080 Ti, ce serait plus logique d'avoir 22 Go de RAM, surtout quand on voit la 2080 Ti, surtout avec la largeur de bus et tout. Mais bon, on verra. Le fait qu'ils pourraient mettre plus de RAM serait une bonne chose, honnêtement, pour la simple et bonne raison que si on passe à des écrans 4K, il y en a de plus en plus de gens. Si vous achetez une 3080 Ti, même une 3080, c'est pour jouer en 4K, soyons honnêtes, ou en 1440p au taux de rafraîchissement, parce que vous ne l'achetez pas pour jouer en 1080p, ce serait du overkill total, et du gâchis surtout. Si vous jouez dans ce genre de résolution, ça utilise beaucoup de RAM vidéo. Genre les jeux, maintenant, ont des textures de plus en plus haute résolution, ça prend pas mal de RAM vidéo. Et même certaines cartes avec 8 Go, par exemple, la 2080 Super, c'est la pire là-dedans, c'est qu'elle a beaucoup de puissance, mais ces 8 Go, des fois, peut un petit peu la limiter dans certains jeux. Donc avoir une upgrade niveau mémoire ne ferait pas de mal. Et du coup, évidemment, ils ne peuvent pas upgrade, ils ne peuvent pas dire « Oh, on va passer à 16 Go de RAM ». Le problème, c'est qu'il faut garder les puces font une certaine taille, et bien souvent, si vous voulez augmenter la densité de RAM, soit vous mettez plus de puces,
pas forcément possible parce qu'il n'y a pas la place. Ou alors vous augmentez la capacité des puces mémoire. Et bien souvent, les puces mémoire, c'est genre, c'est des puces de, je sais pas moi, là c'est pas le cas, mais par exemple, vous avez une puce de 1024 MO. Vous passez à une puce de 2048 MO. C'est forcément un multiple, ça augmente comme ça. Vous pouvez pas passer à une puce de 1546 MO pour juste atteindre tout pile ce qu'il faut, non. Donc vous êtes bien souvent, c'est un peu comme sur PC, vous êtes en mode « Oh, 8 Go de RAM, ça me suffit pas. Oh, je suis obligé de passer à 16 Go de RAM. Oh, 16 Go de RAM, ça me suffit pas. Oh, je suis obligé de passer à 32 Go de RAM. » C'est un peu la même chose. Donc, yep, ce serait logique. Et j'espère qu'ils vont le faire en réalité. Mais j'espère surtout, je le redis vraiment, j'espère qu'ils vont les sortir. J'espère vraiment qu'ils sortiraient moins cher que les 2080 Ti, tout ça, mais soyons honnêtes, ça n'arrivera pas. Mais j'espère surtout qu'ils ne vont pas augmenter les prix. Parce que là, je pense que beaucoup de gens peuvent le confirmer. Ils en ont un peu marre des augmentations de prix. Et puis derrière, oui, il y a plus de performance, mais je rappelle, la 1080 Ti était toujours disponible à la sortie des 2080 Ti. Elle était disponible à 800 €. Et la 2080 Ti est sortie à 1000-1200 €. Du coup, c'était pas une upgrade. C'était littéralement juste une carte plus puissante, plus chère. C'est tout. Donc, c'était pas une upgrade. Et la 2080 tout court, qui remplaçait la 1080 Ti, coûtait le même prix. Donc, elle la remplace juste. Elle n'est pas meilleure pour moins cher. Elle la remplace juste. Donc, elle la remplaçait même pas totalement parce qu'elle avait moins de RAM et tout ça. Donc, dans certains cas, elle était moins puissante. Enfin, bref. J'espère vraiment, mais alors vraiment, que ces cartes au minimum seront au même prix. Et j'espère même que Nvidia soit un peu plus raisonnable et les mettre un petit peu moins cher. Ça ferait pas de mal pour le marché. Même pour eux, ça me ferait pas de mal parce que je pense qu'ils en vendraient plus. Et enfin, une petite dernière news au niveau de SpaceX et de Starlink. Je vous rappelle, Starlink, c'est le réseau de satellites en basse orbite que lance SpaceX pour fournir Internet à peu près partout dans le monde, sauf si vous êtes vraiment au nord ou vraiment très au sud, genre au niveau des pôles. Et du coup, comme c'est des satellites en basse orbite, il en faut beaucoup. Hein. Ils en prévoient jusqu'à genre plus de 10 000 satellites au minimum, c'est pour dire. Mais aussi, à côté de ça, ça vous permet d'avoir des latences très très réduites. Parce que l'Internet, beaucoup de solutions Internet que vous avez maintenant par satellite jusqu'à maintenant, c'est avec un satellite en géostationnaire, c'est-à-dire qu'il est très loin de la Terre et du coup, vous avez un énorme ping et pas les meilleurs débits. Donc il y a des tests, ils sont en train de tester un Starlink en ce moment. Il y a déjà des gens qui bêta-testent, notamment dans l'hémisphère nord, genre sur le continent américain, donc au nord des États-Unis, quoi. Et il y a des speed tests qui ont fuité. Donc on a pas mal de speed tests. Vous voyez qu'il y a pas mal de variations. Ça dépend un petit peu certainement de là où sont positionnés les gens, de si leur ligne de vision est claire aussi, parce que peut-être il y a des arbres dans le chemin ou autre chose. Mais globalement, vous voyez que le ping descend au plus bas dans les 30 millisecondes et peut monter au plus haut dans les 90 millisecondes, mais ça semble être plus variable, ça. Pour l'Internet satellite, c'est des très bons pings. Pour l'Internet fixe, les 30 millisecondes, ça va. Mais évidemment, 40 millisecondes, 50 millisecondes, bon, il n'y a aucun problème à utiliser une connexion avec un tel ping, mais c'est pas aussi bon qu'une connexion fixe. Les débits, eux, sont pas mal. Évidemment, vous allez dire, ouais, moi j'ai de la fibre, j'ai 10 fois plus que ça. Mais pour l'Internet satellite, ça va. 50 mégas, 14 mégas en upload. Au final, la pire connexion en upload, c'est celle-là avec 5. Et puis la pire en download, c'était celle à 35, voilà. Ça va, hein. Pour beaucoup d'Américains, il faut le savoir, aux États-Unis, c'est la merde au niveau des connexions Internet. Il y a plusieurs opérateurs, mais en fait, ils se sont arrangés pour pas se concurrencer l'un l'autre. Ils ont chacun leur territoire. Et du coup, les prix sont énormes, les performances sont mauvaises, c'est la merde. Du coup, pour beaucoup d'Américains, ce genre de débit et de ping serait largement suffisant, surtout s'ils peuvent avoir enfin un fournisseur d'accès Internet qui les respecte. Et ouais. Et puis, il faut tenir compte que c'est encore en bêta-test, ils peuvent améliorer pas mal de choses. Après, selon moi, on peut pas s'attendre à des... On pourrait s'attendre jusqu'à une amélioration de x2, donc peut-être qu'ils pourraient descendre à des pings de 20 millisecondes, peut-être, hein, au plus bas, et peut-être avoir du 80 mégas en download. C'est d'ailleurs, Elon Musk n'avait pas annoncé que les gens auraient du 600 mégas en upload forcément, hein, en download aussi. C'est juste qu'ils avaient dit qu'ils auraient une bonne connexion, quoi, vers les 100 mégas qu'il avait annoncé, si je me souviens bien. Donc, oui, s'ils arrivent à faire un x2 en amélioration, ce qui n'est pas
je pense, trop demandé, surtout que ben, là, il y a pas encore tous les satellites en orbite. Ils améliorent les satellites petit à petit, donc c'est-à-dire que les nouveaux batchs qui vont être rajoutés plus tard seront meilleurs. Donc il y aura probablement des meilleurs débits. Ils n'ont pas aussi encore l'interconnexion laser entre satellites. Après, c'est pas forcément nécessaire pour avoir des bons pings, ça. Faut en tenir compte. Donc ouais, moi personnellement, j'ai hâte de voir ça. Pour information, à terme, ben, ces satellites seront partout autour du monde. Donc c'est-à-dire que même si vous habitez en Europe ou... Ah, là, je pense que c'est le plus important. Amis réunionnais, hein, je parle à vous. Je sais que vos connexions sont vraiment merdiques. Vous avez une fibre optique qui va vers votre île et qui vient de l'Inde et genre c'est le bordel. Je sais que vous n'avez pas toujours les meilleures connexions. Pour vous, ça, ce serait formidable. Pour ceux qui sont en France, qui habitent à la campagne aussi, qui sont délaissés par les opérateurs, il y en a beaucoup. Ça aussi, ce serait formidable pour vous. À condition d'avoir une vue dégagée aussi, évidemment. Ça semble logique. Si vous habitez en montagne, si vous êtes sur la montagne et qu'il y a toute une vue dégagée, ça irait. Mais si vous avez genre une montagne juste en face de vous, pas forcément. Si vous êtes dans une vallée, un peu compliqué. Mais par contre, ceux qui seraient vraiment juste dans la pure campagne, qui a un ciel bien dégagé, vous seriez très content, je pense, d'avoir ce genre de connexion. Je connais quelqu'un qui avait une connexion à la campagne juste horrible, largement plus horrible que... Enfin, non, ça c'est pas horrible comme connexion, soyons honnêtes, ça c'est totalement utilisable. Non, une connexion totalement horrible. Donc s'il avait eu ça, il serait très content. Donc ouais, moi j'ai très hâte de voir ça. Évidemment, il y a tout le débat sur mettre 10 000 satellites en orbite, imaginez si on a un syndrome... comment il s'appelle? En gros, c'est un syndrome qui a un certain nom où si vous avez plein de satellites en orbite et qui commencent à se rentrer l'un dans l'autre, genre il y en a un qui explose à cause d'une raison et que ça fait des débris et que ces débris vont casser d'autres satellites qui explosent aussi, et puis ça fait une réaction en chaîne. Vous pourriez vous retrouver avec une situation où toute l'orbite utilisée, par exemple c'est une orbite à 1000 km, l'orbite est remplie de débris et vous pouvez plus lancer de satellites en gros. Et genre vous devez les mettre plus haut ou plus bas. Donc beaucoup de gens ont peur de ça justement. Après tenez compte que ces satellites-là sont à 500 km d'altitude. Ils sont un peu plus haut que la station internationale. Et du coup... à cette orbite-là, il rentre assez vite dans l'atmosphère. Après, tenez compte quand même aussi que des débris, à cause de la force de l'explosion, peuvent voler et atterrir à une orbite plus haute aussi. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Il y a aussi le problème de l'astronomie, hein, pour ceux qui se souviennent, on en avait déjà parlé, sur le fait que les satellites Starlink ont évidemment des surfaces réfléchissantes à certains endroits, il y a des panneaux solaires notamment, et que du coup, quand vous êtes astronome, astrologue, non, astrologue, c'est astronome, oh, je ne sais même plus. Oh la vache, là il y a une énorme différence en plus, faut pas que je confonde, hein. Astronome, oui c'est astronome, il me semble. Je dois confondre avec le nom en anglais. Bref, si vous étudiez les étoiles et tout le tralala, ces satellites-là font tellement de lumière que ça peut foutre en l'air vos résultats scientifiques s'ils passent juste devant votre télescope. Et vous devez tenir compte qu'ils vont passer, genre pour les filtrer en dehors de vos datas. Donc ouais, il y a aussi ce débat-là. Ils essayent d'améliorer, pour information, hein, à chaque batch qui sort, ils essayent d'améliorer l'albedo des satellites. C'est la réflexion de lumière sur les satellites. Donc ils essayent de les peindre en noir, ils essayent de les orienter d'une certaine manière pour pas qu'ils fassent autant de reflets et tout. Mais bon, il y en aura toujours un petit peu. Donc ouais, on verra ce que ça donnera. Très impatient. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou pour toujours en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Tech. Et je vous dis ciao ciao.